J'ai été la première à le dire, à le penser. Franchement. Moi, je suis une personne qui est assez introvertie maintenant, vous l'avez compris. Mais dans ma vingtaine, on me disait beaucoup mais lâche-toi, sois moins coincé, etc. J'étais prête à lancer une marque de skincare. Je vous donne un exemple très concret. Moi, on m'a proposé plusieurs fois de refaire de la télévision parce que j'avais fait une émission, on se lève, on va au travail, on rentre, on a les machines à faire, le linge, la maison, les enfants, le dîner alors qu'on est fatigué et tout. Bien sûr qu'il y a des moments où on se dit mais c'est ça le quotidien, c'est pas forcément le bonheur. Et c'est pour ça que c'est hyper important il y a cette notion de productivité qui est hyper toxique dans la société. Et dès que tu te poses un petit peu, on te le fait remarquer. C'est un peu en mode ah mais toi t'as le temps de te poser, mais moi j'ai une vie à 100 à l'heure, j'ai pas le temps, etc. Et ça peut être vrai, mais limite on fait culpabiliser les gens qui juste se posent. Bienvenue sur La Source, le podcast où l'on puise la connaissance des experts pour devenir pleinement acteur de notre bien-être. Bienvenue sur La Source, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode solo. Alors pour le contexte, c'était mon anniversaire le 15 mars, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode, mais voilà, je viens de fêter mes 30 ans. Et pour l'occasion, je me suis dit que ça serait sympa de vous proposer un épisode sur toutes les anti-leçons, mes 30 anti-leçons pour 30 ans, un épisode dans lequel je déconstruis un petit peu mes fausses croyances, parce que c'est ce que j'ai remarqué ces dernières années. J'ai eu beaucoup de déconstruction, de croyances, de choses, d'injonctions, vraiment des croyances qui étaient inculquées en moi bien profondément depuis l'enfance pour certaines. Et je trouve ça sympa justement de les passer en revue avec vous. Alors j'ai mon iPad sur les genoux parce que j'ai tout noté évidemment. Et j'ai rangé ça en 5 catégories. L'idée c'est évidemment qu'à l'issue de cet épisode, vous puissiez me dire quelles sont les croyances qui ont le plus résonné en vous. Et aussi, si vous aussi, vous en avez déconstruites certaines. Donc, les grandes illusions de la vie, c'est des phrases un peu toutes faites qu'on nous répète depuis l'enfance et que l'on croit un peu aveuglément. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on se dit mais non, mais en fait, pas du tout. Et la première, c'est tout arrive pour une raison. J'ai été la première à le dire, à le penser, franchement. Mais non, tout n'arrive pas pour une raison. Tout du moins, tout n'arrive pas pour une raison symbolique ou spirituelle. C'est souvent des raisons biologiques, on est d'accord. Par exemple, si je me remémore cet épisode d'arrêt de grossesse que j'ai vécu, je ne peux pas me dire que c'est l'univers qui m'envoie un signe, vous voyez. Il y avait une raison biologique à cela, c'était une erreur chromosomique, comme ça arrive pour 80% des arrêts de grossesse précoces. Et voilà, parfois ça s'arrête là en fait. Cependant, toi après, tu peux décider de donner un sens à cette épreuve que tu as vécue, sauf que tu n'es pas obligé d'apprendre des leçons de toutes les épreuves. Déjà, premièrement, je trouve que c'est une injonction qu'il faut aussi déconstruire. Et il n'y a pas toujours de sens. Voilà. La deuxième fausse croyance que j'aimerais déconstruire, c'est que quand on veut, on peut. Ça, pareil. Je pense que c'était une de mes citations préférées. Il y a 10 ans de cela. À 20 ans, je pensais que si je travaillais très dur, je pouvais avoir tout ce que je voulais. Mais absolument pas. Bien sûr que le travail compte, mais la vie est faite de timing. Si t'es au mauvais timing, au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas de chance, mais voilà. C'est fait d'un contexte économique, un contexte émotionnel, de certaines choses qu'on ne contrôle pas. Il y a aussi une part de chance. Là, pour le coup, je crois à la chance. C'est comme ça. Parfois, il y a un concours de circonstances en notre avantage ou au contraire qui va venir nous mettre des bâtons dans les roues. Mais pour en revenir sur le quand on veut, on peut, je peux vous dire que même si je voulais avoir de bonnes notes en mathématiques, pour prendre un truc basico-basique, même si je travaillais tous les soirs 3 heures sur mes copies de maths à essayer de refaire les exercices, etc., parfois ton cerveau, il est juste pas câblé pour réussir telle ou telle chose. Je suis convaincue qu'on a tous des capacités pour certains domaines et pour d'autres domaines, on est nul. Et c'est comme ça. Et c'est pas grave de le dire, c'est pas grave de l'admettre. Nul, je sais que le mot peut être fort, mais c'est juste une question de compétence et de capacité. Et pour moi, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes compétences. Notre cerveau ne réfléchit pas tous de la même manière. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait une société très hétérogène et on a besoin de ça. Donc parfois, on veut très très fort et malheureusement, on peut pas. Troisième croyance que j'aimerais déconstruire, le temps guérit tout. On entend ça à longueur de journée. On vit une épreuve, on dit « Ah, ça va passer avec le temps guérit, les blessures, etc. » Pas toujours.
Déjà, c'est pas le temps qui guérit, parce que ça nous met dans une situation totalement passive. Pour moi, c'est ce que l'on fait avec son temps et c'est notre capacité à vouloir aller de l'avant en faisant certaines actions qui nous permettent justement de mettre des pansements sur les blessures. Mais parfois, la cicatrice, elle est tellement profonde qu'elle va laisser une trace. Et on ne doit pas, à mon avis, chercher à la cicatriser absolument parfaitement. Non, 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 c'est aussi ça qui fait la personne que l'on est aujourd'hui, c'est aussi toutes nos cicatrices. Et pour moi, c'est pas grave de ne pas être totalement guéri. On ne doit pas chercher, aujourd'hui, vous savez, oh là là, le nombre de fois où j'entends ouais, je suis en guérison, ou alors cette notion de healing, elle est très très puissante aux États-Unis. Mais parfois, on peut aussi décider d'avancer avec ses cicatrices, d'avancer avec ses blessures, sans chercher tout le temps à devoir toujours les guérir à 100%. Parfois, c'est juste pas possible et parfois, on vit très bien aussi avec ses blessures, avec ses cicatrices. On apprend juste à vivre avec. Par exemple, mon grand-père qui a perdu sa fille dans un accident de voiture à 17 ans, eh bien, est-ce qu'on peut dire qu'il était guéri de cette épreuve? Bah non, il a continué à vivre, bien évidemment, et il a retrouvé, bien sûr, son côté jovial, sa joie de vivre, et il a continué à vivre et à être heureux. C'est ça que je veux vous dire. Mais pour autant, la blessure, la cicatrice, elle était tellement profonde, on ne peut pas guérir de ça. Là, je vous parle de mon grand-père. Si je vous parle maintenant de ma grand-mère qui, elle, a perdu son mari à 60 ans de manière extrêmement brutale, Mamie Mado, elle lui a dit à ce soir, mon chéri, et puis il n'est jamais rentré. Quand c'est aussi brutal comme ça, en plus, bah, on ne peut pas guérir. Et moi, je parle avec elle et c'est une blessure qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Pour autant, elle vit très bien avec. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a certaines blessures dont on ne veut pas spécialement se séparer et c'est tout à fait acceptable. Quatrièmement, il faut profiter de chaque instant. Alors ça, pareil, on l'entend tellement. Mais très honnêtement, personne ne profite de chaque instant. Parce que la vie réelle, elle est aussi faite de moments d'ennui, de fatigue, de jours moyens, de jours vraiment très très moyens, où on n'a juste pas envie de profiter. Vous savez, c'est comme les gens qui disent qu'il faut absolument vivre dans le moment présent. J'ai pu le dire de nombreuses fois dans mes vidéos, vous m'avez très souvent entendu dire que il faut être en conscience dans le moment présent, etc. Et même si oui, c'est un très très bon exercice que tu peux faire quand tu es en balade, par exemple, d'activer tes 5 sens, d'entendre les petits oiseaux, de sentir l'air de la forêt, tout ce que tu veux, ça, on est d'accord, c'est des exercices de pleine conscience. Maintenant, on ne peut pas dans le quotidien, être dans le moment présent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, c'est un effort qu'on nous demande parce que on est toujours soit dans nos souvenirs, soit dans l'anticipation. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Il faut arrêter de se culpabiliser en se disant « Oh là là, je suis pas assez dans le moment présent ». Parce que bien souvent, notre bonheur et notre joie résident dans le fait de se remémorer de bons souvenirs ou d'anticiper des projets qui nous font plaisir. Je sais pas, par exemple, tu es au restaurant avec ton mari, tu es rarement dans le moment présent. Bien sûr que tu es avec lui, tu passes un bon moment, mais tous les deux, vous allez discuter des choses que vous avez déjà vécues ensemble, vous allez vous remémorer des voyages, des expériences. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous projeter dans un avenir commun. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne pense pas, parce que ça permet justement de nous procurer de la joie. Donc faut arrêter avec cette injonction d'être dans le moment présent, ça n'existe pas. 5e grande illusion de la vie, tu attires ce que tu es. C'est le meilleur moyen de faire culpabiliser les victimes. Il y a des gens très bien qui attirent des situations qui sont très difficiles. C'est pas juste une question d'effet miroir ou de... Voilà. Par exemple, à une période de ma vie, j'attirais vraiment les mauvais mecs. J'attirais et j'étais attirée. Attention, il faut aussi se remettre au centre de l'équation et ne pas être complètement dans le passif. J'étais aussi attirée par des hommes qui ne me convenaient pas. Est-ce que ça veut dire que je leur ressemblais ? Je ne suis pas sûre que je ressemblais à une personne
alcoolique, je ne suis pas sûre que je ressemblais à une personne cocaïnomane n'ayant jamais pris de drogue. Je ne suis pas sûre que je ressemblais à un pervers narcissique. En revanche, ce que je sais, c'est que j'avais le syndrome du sauveur. Alors ça, on est très très nombreuses à l'avoir, nombreuses et nombreux, à avoir ce syndrome du sauveur en se disant moi je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de sauver les autres. Je peux essayer de me dire qu'avec moi, ils vont changer et je vais me rendre utile comme ça. C'est ça qu'il y a derrière. Mais pour autant, j'ai pas attiré des personnes qui me ressemblaient. J'ai sélectionné des personnes qui avaient des problématiques que je pensais pouvoir régler, justement parce que j'avais un terrain plutôt équilibré à ce niveau-là. 6e anti-leçon, le bonheur est un choix. Alors ça, pour une personne qui est en dépression, en burn-out, qui traverse une perte, une période hyper difficile, ça peut être mais tellement violent. Le bonheur n'est pas toujours disponible sur commande. Ça, faut bien se l'avouer. Ce qui est un choix, en revanche, c'est de chercher les conditions qui le rendent possible. Pour moi, déjà, le bonheur, c'est juste le cumul de petits moments de joie du quotidien. Vraiment pas de grandes périodes de satisfaction, etc. C'est vraiment des petits moments de joie qui vont constituer ce bonheur. Et c'est pour ça que l'exercice de la gratitude, de la reconnaissance, vous savez, dans mon planeur, au début de la journée, vous devez noter une gratitude et à la fin de la journée, vous devez noter le beau moment du jour. Ça conditionne votre cerveau à voir la vie d'une manière un peu plus positive et donc à pouvoir relever la petite magie du quotidien. Vous savez, ces petites choses qui font que justement le quotidien peut être un petit peu plus beau parce que bien évidemment qu'on a tous un quotidien qui est redondant, qui est monotone, qui peut être ennuyant. On se lève, on va au travail, on rentre, on a les machines à faire, le linge, la maison, les enfants, le dîner alors qu'on est fatigué et tout. Bien sûr qu'il y a des moments où on se dit mais c'est ça le quotidien, c'est pas forcément le bonheur. Et c'est pour ça que c'est hyper important de savoir souligner les petits moments de joie parce que mis bout à bout, c'est ça qui va constituer un état un petit peu plus de bonheur. Donc ça, c'est pour le côté, on peut être acteur du fait de souligner des petits moments de joie. Cependant, le bonheur n'est pas un choix, dans le sens où quand on traverse une période compliquée, on aura beau se dire « Oh là là, c'est magnifique ces petits oiseaux qui chantent le matin. Oh là là, mais comme c'est agréable mon café avec un rayon du soleil. » Faut arrêter. Quand, au plus profond de nous, on ressent quelque chose d'extrêmement choquant, triste, violent, on ne peut pas être heureux. Et c'est normal de ne pas l'être tout le temps, en fait. On est juste humain et parfois, faut pas culpabiliser de ne pas être heureux. On peut avoir des semaines, des mois où on n'est pas heureux. C'est pour ça quand même que c'est hyper important de se faire accompagner. Et moi, je crois vraiment, vraiment à l'aide médicale. Si vous sentez que vous n'arrivez plus justement à avoir la volonté de trouver ces petits moments de joie après X temps. On peut être malheureux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais quand les périodes de malheur commencent à être vraiment plus grandes que les périodes de bonheur, je pense que là, il faut commencer à se dire j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin de me faire aider. Et c'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, pour moi, c'est une grande force que de se dire j'ai besoin de ça et je vais le faire pour moi parce que je le mérite. Donc, allez voir un psychologue, un psychiatre, que sais-je, mais une personne qui va pouvoir vous aider et vous accompagner. On n'est pas fait pour être seul déjà. Et surtout, c'est pas forcément le rôle de notre conjoint, c'est pas forcément le rôle de nos amis de nous aider de manière médicale, quoi. Parfois, on a besoin déjà de parler, bien sûr, et tout. Parfois, on a besoin aussi d'un traitement médicamenteux. Et il faut pas le prendre à la légère, et il faut pas se dire que c'est en cherchant les petits moments de joie dans la vie du quotidien qu'on va y arriver. Parfois, il y a des épreuves qui sont trop graves. Donc, le bonheur n'est pas toujours un choix. 7e anti-leçon, la vie est une question d'équilibre. Alors, c'est très drôle parce que ce podcast, La Source, devait s'appeler à l'origine En équilibre, puisque c'est une expression que j'aime beaucoup. Ce nom a été déjà pris, donc j'ai changé. Je suis passée à La Source et je trouve que c'est beaucoup plus adapté à ce que je fais, à justement interviewer les docteurs, les professeurs, les experts, parce qu'on va vraiment puiser à la source
des conseils et eux-mêmes sont une source de connaissances. Donc je trouve ça trop chouette finalement que en équilibre ait déjà été pris. Mais ce que j'aimais bien en fait dans cette expression, c'est que l'équilibre immuable n'existe pas. Ce que j'aime dans l'équilibre, c'est cette notion de funambule. Tu sais, tu es sur un fil et hop, tu perds l'équilibre, mais tu essaies de mettre en place des mouvements qui vont te permettre justement de te rééquilibrer pour pas tomber. Et puis si tu tombes, bah tu te remets sur le fil, c'est pas grave. Et puis tu recommences à avancer. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Il est constamment instable et constamment changeant. C'est une danse entre les déséquilibres et le réajustement. Donc ce que j'aimerais casser dans cette idée d'anti-leçon, c'est que l'équilibre, une fois qu'on l'a trouvé, ça y est, on a son équilibre, on a ses routines du matin, du soir, tout est équilibré, tout va bien. Bah non, bien sûr que non. La vie, c'est que des déséquilibres et c'est absolument essentiel d'être flexible. Pour moi, à partir du moment où tu es raide, la vie sera raide avec toi. Non mais honnêtement, plus tu es raide et plus ce sera difficile. Plus tu es souple, plus tu es flexible et plus ton quotidien le sera aussi parce que l'équilibre c'est ça, c'est savoir s'adapter. Tout est en perpétuelle évolution, tout est en perpétuel changement. La seule chose immuable finalement, c'est le changement. C'est le fait que tout continuera toujours à changer. Donc j'aime bien cette notion d'équilibre en ce sens. Deuxième catégorie d'anti-leçons, les mythes sur la réussite et l'action. Huitième anti-leçon, ça c'est encore quelque chose que j'ai dit et que Confucius a dit. On n'est plus d'accord. Fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Ou alors le fait de suivre sa passion. Je suis plus tout à fait d'accord avec ça. Déjà parce que transformer une passion en métier peut aussi tuer cette passion. Parce que avec elle naît cette nécessité de faire de l'argent, disons-le concrètement. Or, une passion, ça n'a pas toujours pour but d'être monétisable. On peut commencer à se mettre une pression folle. C'était le cas d'une de mes copines qui a arrêté d'être créatrice de contenu et qui a retrouvé un métier de salarié parce que elle disait qu'elle commençait à se forcer à créer du contenu tous les jours, etc., pour que l'algorithme reste de son côté. Et elle se mettait énormément de pression pour continuer à avoir des collaborations avec les marques et à toujours partager, etc. Alors qu'à l'origine, lorsqu'elle a commencé, c'était par passion justement du partage. La passion avait été remplacée par cette nécessité de créer du contenu pour le contenu. C'était devenu une corvée. Ça avait un peu tué la passion. Et donc, une fois qu'elle a retrouvé un métier de salarié, elle a retrouvé la passion de partager du contenu de manière totalement gratuite, sans attendre justement d'être rémunérée par les marques et quoi que ce soit. Deuxième chose là-dedans, c'est que toute passion n'a pas pour vocation à être rémunératrice dans le sens où parfois, il faut quand même faire un métier alimentaire parce que ta passion, elle va pas te permettre de vivre à la hauteur de tes moyens ou de tes ambitions. Parce que par exemple, si je prends l'exemple de mon mari, c'est un très bon musicien, il chante très bien, il faisait de la guitare, etc. Enfin, il en fait toujours, mais justement de manière occasionnelle. Il a essayé d'en faire son métier dans le sens où il avait un groupe de musique avec ses amis et il est arrivé à un croisement où il s'est dit qu'il était obligé soit de s'impliquer tellement dans ce métier de musicien et donc de faire les tournées, d'être en van, d'avoir une vie qui finalement n'était pas super stable pour gagner pas énormément d'argent parce qu'on sait très bien que les musiciens, à part citer Julien Doré qui lui-même a galéré, faut le dire, ou alors citer Beyoncé, voilà, il y en a très très peu qui arrivent à très bien vivre dans un domaine artistique. Je vous parle de la musique ici, mais ça peut être aussi la peinture, ça peut être la photographie. Et William, il s'est dit, ouais non, en fait, j'aime trop mon confort de vie, donc je vais garder la musique comme passion. Je vais quitter le groupe parce que eux, ils voulaient vraiment se professionnaliser, etc. Et j'en ferai vraiment de manière occasionnelle. Voilà. Je pense aussi à ma photographe de mariage. J'ai appris récemment qu'elle était ingénieure dans le ferroviaire.
Et j'étais là en mode, mais attends, mais Ingrid, incroyable, moi je pensais que c'était ton métier, enfin c'est tellement beau ce que tu fais, c'est tellement précis, c'est tellement professionnel. Elle me dit, c'est justement parce que c'est pas mon métier que j'arrive à y mettre autant d'amour. 9e anti-leçon, il faut avoir confiance en soi pour réussir. C'est faux. Déjà, je crois que c'est Socrate qui disait, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est vrai que plus on avance dans un domaine d'études, euh, plus on se dit qu'il y a tellement de choses à apprendre que finalement, on ne sait pas grand-chose. Et justement, c'est là où je veux en venir, c'est que la confiance, c'est souvent une posture et que la lucidité vient avec une part de doute. Et que le doute, c'est pas mauvais du tout, ça nous fait nous remettre en question. Euh, on ne peut pas toujours avoir confiance en soi, que ce soit de manière physique, mais aussi en ses capacités. La plupart des gens doutent, faut se le dire, la plupart des gens doutent et avancent en doutant, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% confiance en nous pour avancer. 10e anti-leçon, il faut saisir les opportunités. Alors celle-là, non, 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 non. Là encore une fois, t'es pas obligé de saisir les opportunités et tu vas pas forcément le regretter, bien au contraire. D'ailleurs, la qualité de la vie dépend bien plus parfois des non qu'on ose poser plutôt que des oui à toutes les opportunités. Je vous donne un exemple très concret. Moi, on m'a proposé plusieurs fois de refaire de la télévision parce que j'avais fait une émission. J'étais partie pendant 2 mois dans les Mascareignes, donc île Maurice, île de la Réunion, etc., pour créer du contenu pour une plateforme un peu comme Instagram, mais pour les gens qui voyagent, quoi. Et donc, il y avait une enquête exclusive qui existe encore, d'ailleurs, vous pouvez la regarder, qui s'appelle Job étudiant du rêve au cauchemar, ou un truc comme ça. Bien évidemment, j'avais un job de rêve, ça c'est clair. Mais la télé avait tellement déformé mes propos, avait tellement déformé la réalité de ce qu'on était en train de vivre justement sur le moment. C'est là que tu vois que tu peux faire dire n'importe quoi aux images. Tu peux prendre un petit bout à un moment, rajouter un autre morceau et faire dire une phrase complètement différente. Tu peux aussi, dans la narration, présenter les choses avec un ordre chronologique qui n'est pas le bon. Moi, il n'avait pas dit que j'étais en master commerce international, spécialisation entrepreneuriat, pas du tout. Ils avaient dit que j'étais en école de mode. Voilà, ça devait mieux passer pour la télé. Donc, voyez, quand on m'a reproposé ensuite de faire de la télévision, de faire d'autres émissions, même si je sais que ça aurait pu me faire connaître sur les réseaux sociaux encore plus vite, que c'est vrai que la télé c'est un super tremplin pour la notoriété. C'est simplement que c'était pas aligné avec moi et je sais qu'on aurait dit des choses qui étaient pas justes, quoi. C'est trop loin de mes valeurs et j'aime pas cette notion de déformation totale de ta parole. Pour moi, c'est une violation justement de ta liberté de penser, de t'exprimer. Et donc, j'ai dit non à ces opportunités de télévision et je le regrette absolument pas. 11e anti-leçon, il faut toujours finir ce qu'on a commencé. Il faut aller au bout des choses. Alors ça, je vous avoue que c'est quelque chose qui est très inculqué par mes parents. Quand tu commences une activité, tu vas jusqu'au bout. Et quelque part, je trouve ça bien parce que ça t'enseigne la persévérance, ça t'enseigne qu'il ne faut pas abandonner à la première difficulté, ça t'enseigne que quand tu es engagé dans un projet et quand tu as signé, tu te dois d'aller au bout. Donc en ce sens, je trouve ça bien. Franchement, c'est une bonne chose si on le prend dans ce prisme-là. Cependant, il ne faut pas l'appliquer à toutes les situations et l'emmener à l'extrême. Dans le sens où, parfois, il faut aussi savoir s'arrêter en plein milieu. Et ne pas prendre ça comme un abandon, mais comme une vraie prise de conscience où tu prends du recul et tu dis non. Là, ça ne me correspond plus. Là, je suis en train de perdre du temps. C'est pas aligné avec moi. Ça sert à rien que j'aille au bout juste pour l'idée d'aller au bout. Je vous donne l'exemple de ma marque de skincare. En 2017, je crois, j'ai commencé, enfin même, j'étais prête à lancer une marque de skincare. Avec ma chimiste, on avait créé des produits de skincare qui permettaient de lutter contre l'acné et surtout d'estomper les traces d'acné laissées après les petits boutons et tout. Et c'était des produits qui étaient vraiment super bien formulés, qui étaient ultra clean, excellente composition,
J'avais même demandé la certification biologique parce que toutes les huiles et tout que j'utilisais dedans étaient bio. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est difficile d'être certifié bio vu la charte EcoCert pour les produits skincare. Donc maintenant, quand une marque m'approche et qu'elle est bio, je sais ce que c'est parce que j'ai vu la charte, parce que j'ai vu à quel point c'était galère et qui donne pas ça à tout le monde, voilà. Donc, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses pour maintenant travailler correctement avec des marques de skincare aujourd'hui, donc ça c'est super. Cependant, pourquoi j'ai arrêté cette marque? Eh bien parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas les épaules pour supporter le fait que mes produits n'allaient pas être bien tolérés par tout le monde et que j'allais faire du mal à certaines personnes, même si c'était une partie infime. Un produit skincare, il a beau être clean, il a beau être naturel, il a beau avoir une super composition, il y aura toujours des personnes qui feront des réactions allergiques. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais forcément anticipé. Et à partir du moment où j'y ai pensé, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à penser au SAV, je me suis dit que je n'étais pas capable. J'étais pas capable, même si je sais que ça allait aider énormément de personnes. Rien que le fait de me dire qu'il allait avoir, ne serait-ce que, je sais pas moi, ne serait-ce qu'une dizaine de personnes qui allaient avoir des boutons à cause de ce produit-là et donc qui allaient perdre confiance en elles encore plus et donc qui allaient être impactées vraiment psychologiquement, physiquement et tout. J'étais pas capable. Donc j'ai arrêté parce que je me suis dit que ça allait me rendre malade. Faut savoir ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable par rapport aux conséquences justement de nos actes et de ce qu'on entreprend. Là, vous voyez, j'ai une marque qui s'appelle Maison Tuffery dans laquelle je vends des livres de recettes. Là, je suis en train d'écrire le prochain. Un planeur holistique qui s'appelle Le Journal, qui permet d'être super organisé, de noter tous ses objectifs, de traquer ses habitudes et tout. C'est tellement un bon outil. C'est le best-seller de ma marque, mais moi, je l'utilise tous les jours. Enfin voilà quoi, ça va pas vous faire du mal. J'ai une bougie aussi qui est non toxique, qui sent le linge frais, qui est un bonheur, que j'allume quand je prends mon bain. Enfin bref, tout ça, ce sont des produits qui ne vont jamais faire du mal aux gens. C'est des produits qui peuvent que être un petit plus dans le quotidien et peuvent que aider. Et ben voilà, je suis beaucoup plus alignée avec ça, je suis beaucoup plus sereine avec ça. Donc, il faut pas toujours finir ce qu'on a commencé. Parfois, savoir s'arrêter au bon moment, même si on était proche de la fin, et ben c'est pas grave. Ça fait pas pour autant un échec, pas du tout. 12e anti-leçon, ne te lance pas dans un projet le nez au vent comme ça tant que tout n'est pas bien huilé. Il faut que tout soit parfait pour commencer. Certes, la préparation, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour moi, ça fait tout. Par exemple, pour cette vidéo, si j'avais pas écrit mes 30 anti-leçons, eh bien, j'aurais passé des heures et des heures au montage parce que ça n'aurait pas été structuré, l'écoute n'aurait pas été agréable. Mais ce que j'aime bien dire tout le temps, c'est que quand la préparation devient une forme de procrastination, là, il faut réagir. Et je suis convaincue que commencer, même de manière imparfaite, c'est ça qui nous fait vraiment avancer. Je vous donne un exemple tout concret, là justement pour reprendre l'histoire de ma marque, celle que j'ai vraiment lancée pour le coup. Je me suis dit, ok, au lieu de vous annoncer que le planeur est sorti, etc., on va construire la marque ensemble. Et je vais lâcher prise sur le fait que justement, je vais vous présenter des choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas abouties, parce qu'on l'a construit ensemble. Et c'est ça qui a fait le succès de ma marque, je pense, et de ce planeur, c'est que je l'ai construit avec vos retours en temps réel. Après, pour vous reprendre un autre exemple de la vie de tous les jours, vous savez qu'il y a des gens qui vont pas à la salle de sport parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas assez fit pour aller à la salle. C'est quand même fou. Alors déjà, ça soulève évidemment la peur du jugement de l'autre, etc. C'est justement parce que tu commences que tu es sur un bon chemin pour arriver à tes objectifs. N'attends pas que ce soit parfait. Commence dès maintenant. Commence un jeudi. Commence à 11h. Commence au milieu du mois. T'as pas besoin de commencer un lundi matin au début du mois ou en janvier. Non, pas du tout. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. Commence juste dès maintenant, commence de manière imparfaite, mais commence par un petit pas. 13e anti-leçon. J'entends souvent que la motivation précède l'action et qu'il faut vraiment être motivé, etc. Alors que je suis convaincue que justement, c'est l'action qui amène à la motivation. Et c'est surtout l'action qui
donne de l'énergie. Le mouvement redonne de l'énergie. Vous savez, quand on a déjeuné, on a ce petit coup de barre post-repas et on a deux choix. Soit on fait la sieste, soit on va faire une balade digestive qui redonne de l'énergie. Les deux peuvent redonner de l'énergie, ça dépend vraiment de notre niveau de sommeil. Moi, je sais que si je fais une sieste, ça me casse. Et c'est surtout que je trouve ça intéressant d'aller marcher justement quand j'ai ce petit coup de barre après le repas, parce que déjà, ça emmène le glucose dans le muscle. Donc ça lisse le pic d'insuline et tout, c'est intéressant. Et surtout parce que cet air frais, cette mise en mouvement, cette recirculation du sang, des énergies, etc., eh bien ça me redonne un petit coup de boost et de motivation. Et ensuite je rentre et je suis d'attaque pour reprendre le travail. N'oubliez jamais, l'action crée la motivation et j'en suis convaincue. 14e anti-leçon, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est faux, archi faux. Bien sûr que c'est sympa de se challenger et de sortir de sa zone de confort de temps en temps. C'est ça qui booste encore plus notre confiance en nous, etc. Mais on n'a pas besoin tout le temps de sortir de sa zone de confort. Et parfois, on a justement besoin de ces périodes de stabilité, de repli, de réconfort. Parfois, rester au même endroit, approfondir, répéter, c'est encore plus puissant que de chercher à changer, à toujours attraper un nouvel objectif, etc. Il y a des périodes, en fait, je trouve, d'expansion, où là, on est plus enclin au changement, à sortir de sa zone de confort, etc. Et il y a des périodes de rétractation, je ne sais pas trop comment dire ça, mais où justement on va être plus en observateur, plus en introspection, en apprentissage, en approfondissement. Et c'est bien de jongler justement entre ces deux périodes et de pas toujours se pousser à être en dehors de sa zone de confort. C'est pas toujours utile. Troisième catégorie d'anti-leçons que j'aime beaucoup, c'est les illusions du développement personnel. Alors, 15e anti-leçon, c'est tous ces gens qui nous disent « Ah mais il faut positiver ». Je ne suis pas d'accord, là encore une fois. Il faut pas toujours positiver. Et on voit de plus en plus de positivité toxique, de gens qui vraiment se forcent à être positifs, même si ils ne le sont pas au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui est très américain. Le fait d'être toujours dans l'explosion de joie, dans la positivité, dans le fait de sourire abondamment, etc. Parfois, on n'est juste pas positif et c'est normal parce qu'on expérimente un panel d'émotions qui est tellement vaste, varié, qu'on ne peut pas toujours être dans la positivité. Et surtout, c'est hyper important de ne pas réfréner ses émotions. Vous savez, on a tendance à dire oh non, ne pleure pas quand on voit quelqu'un pleurer. Alors qu'au contraire, on devrait lui dire c'est bien, continue à pleurer, c'est très bien ce que tu fais, t'en as besoin, etc. Eh bien parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je trouve ça hyper important de laisser l'émotion nous traverser. Nous traverser, c'est quoi ? C'est de la ressentir en fait. C'est d'éviter d'avoir ce bouclier, vous savez, de personnes en mode ouais, moi je ressens pas les émotions, j'arrive à garder la tête froide. Vous voyez ce genre de personnes ? Elles ont beau entendre sur elles des mots horribles, etc. Vous avez l'impression que rien ne les touche. Mais c'est pas une force de ne pas être touché par les propos blessants des gens, pas du tout. C'est normal d'être blessé par quelqu'un qui nous dit quelque chose de méchant, c'est tout à fait normal. Et ce qui est nécessaire dans ces cas-là, c'est de ressentir l'émotion et ensuite de la chasser, de dire bon bah voilà, c'est pas pour autant que maintenant elle va rester ancrée en moi. Vu que je l'ai expérimentée, vu que je l'ai vécue justement, elle peut me traverser et vous allez voir que plus vous allez ressentir les émotions, plus vous allez vous autoriser à les ressentir, plus elles vont passer beaucoup plus rapidement. Plus la petite contrariété que vous avez eue ce matin, bah une fois que vous avez identifié que c'était vraiment une contrariété et que ça vous a vraiment saoulé, bah hop, on passe à autre chose. Beaucoup plus que si justement on était en mode bouclier, à réfréner le fait d'être en colère, en mode non mais cette personne elle aura pas ma colère. Bah si, elle peut avoir ta colère justement. Expérimente-la vite, comme ça va vite passer. 16e anti-leçon, plus on fait, mieux c'est. Alors ça, je m'inclus vraiment dedans, dans le sens où je participe grandement à vous faire croire que plus on en ajoute et mieux c'est, plus on ajoute de routines, plus on ajoute de produits de skincare, etc. Alors que c'est complètement faux. Bien sûr qu'ajouter une nouvelle étape dans ta routine, ça peut être super bénéfique, mais là où je veux en venir, c'est que le plus important, c'est déjà d'éliminer ce qui détériore la qualité de ta vie avant de chercher à l'optimiser.
en ajoutant de nouvelles habitudes. C'est tellement plus puissant de se séparer de certaines habitudes. Il faut absolument supprimer les saboteurs. C'est ça qui aura le plus d'impact. Et pourtant, c'est beaucoup moins sexy. Pourquoi c'est moins sexy ? Parce que on n'est pas dans cette nouveauté. On est super excité par une nouveauté, on est super excité par l'idée, de s'inscrire à la salle, mettons. Vous avez entre 5 et 10 kilos en trop, mettons, et vous vous dites, ok, trop cool, je vais m'inscrire à une salle de sport. Ça part d'un très très bon sentiment, c'est excellent, bien sûr. Vas-y, fonce. Pour ta santé physique, ta santé mentale, c'est super. Mais si tu continues avec la même alimentation qui t'a fait prendre ces 5 ou 10 kilos, imaginons que tu n'aies pas de problème de thyroïde, que tu n'aies pas de problèmes hormonaux, que tu n'aies pas un cortisol hyper élevé, bien évidemment. Là, je te parle d'une situation basique. Hein. Comme ça nous arrive toutes de prendre du poids et ensuite de se dire, bon, bien évidemment que tu vas être plus motivé par la nouvelle action que tu vas implémenter plutôt que par les efforts que ça va te demander justement d'enlever les saboteurs, à savoir tous ces trucs dans ton alimentation qui font que tu prends du poids. Et pour autant, ce qui va avoir le plus gros impact, c'est justement de supprimer ce qui détériore la qualité de ta progression pour arriver à l'objectif. 17e anti-leçon, il faut pardonner pour avancer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour autant, je suis chrétienne. Pour autant, c'est le carême. Mais je ne suis pas d'accord avec cette notion de pardon absolu. Le pardon, on est d'accord, peut libérer. Franchement, ça peut libérer une personne qui se dit « je ne pardonne pas pour la personne, je ne pardonne pas pour lui faire plaisir, je pardonne pour me libérer moi ». Je sais que ça peut être une forme justement de libération, ce pardon-là. Cependant, on n'est pas obligé de pardonner pour avancer. On peut décider de ne pas pardonner et de très bien vivre une vie quand même. Et je trouve qu'au contraire, l'injonction du pardon forcé, ça peut être hyper violent. Parfois, t'as juste pas envie de pardonner à une personne qui t'a fait une telle blessure, une telle crasse, un trauma tellement énorme. Ça peut être une violence en plus que de te sentir obligé de lui pardonner alors que t'en ressens pas le besoin. Si t'en ressens pas le besoin, si tu sens que le pardon, il va pas être libérateur, il va te laisser une amertume, et ben t'es pas obligé de pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal, t'as le droit de pas lui pardonner. 18e anti-leçon, 18e injonction, celle-ci c'est ma préférée que j'entends depuis la nuit des temps pour moi. Lâcher prise. Je trouve que c'est une des phrases les plus répétées du développement personnel, qu'on entend vraiment constamment et que je trouve mais si toxique. Franchement, les gens, ils te disent ça avec même une certaine forme de mépris, vous savez. T'arrives pas à tomber enceinte ? Mais lâche prise. T'as des troubles du comportement alimentaire ? Oh mais lâche prise. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si c'était la solution à tout et comme si c'était si facile. T'es fatigué ? Bah va dormir. T'as faim ? Bah mange. T'es stressé ? Bah sois pas stressé. Vous voyez, c'est aussi absurde que ce genre de situation, que ce genre de réflexion. Pour moi, quelqu'un qui te dit lâche prise. Je trouve que c'est tellement dans le jugement, en mode t'es tellement une control freak que lâcher prise, ça va être la solution à tous tes problèmes. Tu devrais te détendre. C'est le truc qui te tend encore plus. C'est hyper culpabilisant en plus d'être hyper énervant. Surtout que si on a ce besoin de contrôle dans certaines situations, c'est pas justement pour que la situation elle soit parfaite, etc. C'est un mécanisme de défense de notre cerveau pour nous permettre de nous protéger par anticipation. Là où je suis vraiment d'accord en revanche, c'est que ce qui pourrit la vie, c'est de se focaliser sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Et je sais qu'il y a des gens qui sont malades de ça, de ne pas pouvoir tout contrôler parfaitement dans la vie, mais la vie, elle est tellement instable, elle est tellement faite d'imprévus qu'on ne peut pas tout contrôler. Et il y a des choses qui n'arrivent pas toujours comme prévu. C'est pour ça, là récemment, on m'a demandé si j'avais un projet de naissance. Alors oui, j'en ai un idéalement. Mais est-ce que je vais l'écrire sur 3 pages comme je vois certaines personnes qui ont comme moi un projet de naissance physiologique ? Je suis pas sûre parce que, non pas pour être jugeante ou quoi que ce soit, hein, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qui semble bon. C'est juste que si je vais trop dans le détail, je me risque à être déçue d'une situation qui serait pas idéale et identique à ce que j'avais imaginé. Or,
à 30 ans, ça y est, je sais que tout ne se passe pas toujours comme prévu et que bien souvent les choses justement ne se passent pas comme on les avait prévues. Et c'est pas grave parce qu'elles peuvent aussi se passer d'une manière différente et qui est très bien aussi. C'est simplement que si on s'est fait un film, tout un film dans notre tête extrêmement précis et que les choses sont différentes parce qu'on peut pas tout contrôler justement, et bien là, on va se mettre à paniquer. Bien sûr que idéalement, j'aimerais un accouchement physiologique, sans péridurale. Idéalement, j'aimerais avoir le moins d'intervention possible. Idéalement, j'aimerais que mon bébé fasse avec moi du pot à pot, etc. Bien sûr qu'il y a cette situation idéale qu'on a le droit d'anticiper. Mais c'est pas pour autant qu'il faut absolument se fixer dessus parce que la vie est faite d'imprévus encore une fois. Et il faut avoir, on en revient à cette flexibilité et cette souplesse de se dire que les choses peuvent être différentes. Je peux aussi avoir besoin d'une césarienne, on ne sait pas. Je peux avoir besoin d'un déclenchement, je peux avoir besoin de... Et c'est pas grave, il faut être en paix aussi avec le fait que tout ne se passera pas toujours comme prévu. Ça, on est d'accord. Et pour moi, c'est plus sain de se dire ça plutôt que de se dire qu'il faut lâcher prise. Parce que ce terme de lâcher prise, pour moi, il est hyper méprisant, culpabilisant. C'est une injonction en plus et on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà ce que je pense de cette anti-leçon. 19e anti-leçon, il faut toujours chercher à s'améliorer. Et ça aussi, j'ai pu le dire, franchement, à de nombreuses reprises. Vous savez, toujours chercher à être cette meilleure version de soi-même, toujours chercher à s'améliorer, etc. J'en suis revenue, franchement. Parfois, justement, le plus grand progrès qu'on puisse faire, la plus grande amélioration, c'est justement d'être en paix avec la personne qu'on est au moment T. C'est important d'avoir des projets qui nous excitent déjà parce que l'humain déteste stagner. Ça, on est d'accord. Mais toujours s'observer à la loupe pour savoir ce qu'on pourrait améliorer, c'est admettre que la personne qu'on est aujourd'hui, elle n'est pas assez bien. 4e catégorie, les croyances sur soi et sur les relations humaines. Alors celle-là, je l'adore, la 20e. Il faut être authentique. Ça, celle-là, je l'entends depuis des années, depuis que je suis sur YouTube, et pour moi, c'est une injonction qui est tellement paradoxale. Et les gens veulent que tu sois toi-même, ils vont te dire sois toi-même, mais une version acceptable de toi-même. Une version cohérente, une version photogénique de toi-même. Tu verras que si tu as des dissonances cognitives et que tu as le naturel et l'authenticité, la sincérité d'en faire part, les gens vont pas être d'accord avec ça. Et pourtant, tu seras authentique parce que tu auras montré ces dissonances cognitives. Par exemple, je suis dans le bien-être, voilà, depuis plus de 10 ans, je partage ça sur les réseaux sociaux, etc. Et pour autant, j'ai fumé pendant des années, j'ai fumé des cigarettes. Quand j'ai eu l'honnêteté, justement, et l'authenticité de vous dire que ça faisait partie de mon passé, il y a des personnes qui ne l'ont pas accepté, qui m'ont dit « Oh là là, mais je me désabonne parce que je me sens trahie, parce que tu nous as menti, parce que c'est pas cohérent avec ta vision actuelle, parce que comment toi, une personne du bien-être, tu as pu fumer ?» Et encore, là, je vous parle de quelque chose qui est passé par rapport à mon identité actuelle. Mais si je vous parle d'une dissonance cognitive de mon identité actuelle, ça va être par exemple, je mange très sainement et pour autant, par goût, j'adore les bonbons acidulés. Et j'en mange aussi. Ça, c'est une contradiction, on est d'accord. Parce que je dis ô combien il faut limiter les produits industriellement transformés, ô combien il faut limiter le sucre, les additifs, etc. Il n'y a rien de pire qu'un bonbon qui pique. Et pour autant, mais qu'est-ce que c'est bon ? Je ne vais pas me priver, je vais simplement en consommer en quantité raisonnable, à fréquence raisonnable, parce que pour moi, le 80-20, c'est le plus important. Tout est une notion justement d'intelligence dans les proportions et dans les fréquences, voilà. Mais il y a certaines personnes qui n'acceptent pas ça, qui se disent ce n'est pas cohérent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, être authentique, c'est avoir la sincérité de faire preuve d'incohérence. On est tous incohérents, on a tous des grands principes, des grandes valeurs, avec certaines choses qui les enfreignent. Et c'est pas grave. Il faut accepter ça aussi, il faut accepter que l'humain, il n'est pas linéaire. Ça, c'est pareil, le nombre de fois où on m'a dit Marie, mais sois plus naturelle, lâche-toi. Moi, je suis une personne qui est assez introvertie maintenant, vous l'avez compris, mais dans ma vingtaine, on me disait beaucoup mais lâche-toi, sois moins coincée, etc.
alors que justement j'étais authentique et naturelle dans le sens où je suis pas une personne très extravertie, je suis pas, voilà. Vraiment, je me montrais dans mon authenticité, quoi. Pourquoi? Parce qu'on attend d'une personne qui se filme, qui a sa caméra, qu'elle soit hyper rigolote et tout. Non, c'est pas toujours le cas. Et pour le coup, j'ai vu des influenceuses avec qui je suis partie en voyage, etc. Donc avec qui j'ai un petit peu vécu, qui devant la caméra montraient une version d'elle justement hyper faux folle, extravertie, rigolote. Et quand la caméra s'arrête, eh bien elles deviennent leur vraie nature, c'est-à-dire beaucoup plus sérieuses, introverties, composées. Et les gens dans les commentaires leur disaient à ces personnes-là: «Oh, mais j'adore ton naturel, t'es tellement authentique», alors que moi je me disais: mais non, justement, c'est un personnage extraverti qu'elle a créé pour la caméra, alors qu'au fond, son naturel, c'est d'être hyper calme, posée, sérieuse. Donc c'est fou, en fait, c'est juste fou. Ce que les gens attendent de toi, c'est pas forcément justement de l'authenticité. Après 11 ans sur YouTube, je peux vous dire que je suis d'autant plus authentique parce que je sais que je peux pas plaire à tout le monde, qu'il y a forcément des gens qui vont pas m'aimer. Je sais pas faire autrement qu'être authentique, et être authentique, c'est vous faire part de mes contradictions. Donc écoutez, c'est voilà. 21e anti-leçon, il faut toujours écouter son cœur. Je ne suis pas d'accord, messieurs, dames, et pour autant, c'est un petit poisson très intuitif qui vous parle. Quand j'ai une décision importante à prendre, c'est toujours 50-50. J'essaye vraiment, bien sûr, de faire appel à mon intuition, à mon instinct, de savoir ce qui résonne en moi, si c'est aligné, si y a de la friction. Ça, on est bien d'accord, c'est ultra essentiel. Mais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, je rigole. La raison, justement, doit parfois prendre le dessus et se dire: attention, ma belle, est-ce que là, tu fais un choix émotionnel mais intelligent ou un peu bébête? Parce que ton cœur, il peut être un petit peu stupide, parfois. On l'a vu avec certaines personnes que j'ai fréquentées. Pour moi, la sagesse, elle vient de l'équilibre entre l'intuition et le discernement. C'est hyper important. Tu as une décision à prendre, tu prends une feuille, tu écris d'un côté ton émotion, ton intuition, de l'autre côté ta raison. C'est important de peser vraiment les deux dans la balance. 22e anti-leçon. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. On doit s'aimer en premier. Mais je ne suis pas d'accord, et ça aussi j'ai dû vous le dire. J'ai dû vous le dire, aime-toi en premier pour pouvoir aider les autres, occupe-toi de toi. Alors oui, ça c'est le truc de l'avion où tu mets ton propre masque à oxygène pour pouvoir aider les autres. Certes, mais pour le coup, il y a des gens qui vraiment ne s'aiment pas et pourtant aiment les autres profondément. Une mauvaise relation à soi, ça peut colorer les relations bien évidemment, mais ça ne nous empêche pas d'aimer. Les relations que l'on entretient, si elles sont saines, avec des bonnes personnes, etc., elles peuvent nous permettre de découvrir notre propre valeur, de nous aider à nous aimer, à nous accepter, etc. Les autres peuvent aussi être un bon miroir pour nous et peuvent aussi nous aider. Heureusement qu'on ne doit pas attendre de s'aimer profondément pour pouvoir aimer les autres. 23e anti-leçon, il ne faut pas se comparer. Ça aussi, je l'ai dit, mais je l'ai dit combien de fois? Bon, en soi, il y a une petite part de réalité, mais c'est surtout que c'est impossible neurologiquement de ne pas se comparer. La comparaison, c'est un mécanisme humain. Et elle a du bon. Si elle est là, si elle existe, c'est parce qu'il y a quelque chose de positif quand même. La comparaison, elle est bonne. La comparaison de nous maintenant versus il y a 5 ans, elle nous permet d'ajuster, elle nous permet de savoir quelle direction on doit prendre pour l'avenir. La comparaison avec les autres, elle nous permet de savoir justement où on en est, ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a envie de ressembler plus à cette personne ou à une autre? William, il disait un truc très intéressant. Il disait que quand il était salarié, lors des entretiens, il regardait toujours le manager. Il regardait toujours la vie du manager. S'il avait l'air heureux, il regardait un peu son planning, etc. Parce qu'il s'est dit, tiens, dans quelques années, est-ce que j'ai envie d'avoir la vie de cette personne-là? Parce que justement, si tu gravis les échelons d'une entreprise, peut-être tu peux devenir un manager. Est-ce que sa vie m'intéresserait? Donc cette comparaison-là, elle est importante, elle est saine. Et c'est comme se comparer sur Instagram, ça peut être très sain. On peut avoir des modèles, des objectifs qui sont très sains si
ils sont atteignables. Et si on a la lucidité de savoir ce qui est atteignable et ce qui ne l'est pas. Si aujourd'hui, je me mets à me comparer et à comparer ma vie avec celle de Rihanna, c'est un non-sens. Ne pas se comparer, c'est impossible, mais supprimer les comparaisons toxiques, là on est d'accord. 5e et dernière catégorie des anti-leçons que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Les mythes modernes du bien-être. 24e anti-leçon, il faut toujours s'écouter. Non, je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Dans le sens où, oui, il faut savoir écouter les signaux que notre corps nous envoie. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'adage « mal a dit, le mal a dit » parce que pour moi, le corps nous envoie des signaux et on est tellement dans une vie ultra dans le rush, avec tellement de responsabilités, etc., que c'est souvent difficile d'écouter les signaux et que parfois c'est trop tard et parfois le mal il est bien installé, ton mal de dos, ton machin. Donc ça là-dessus je suis d'accord, il faut écouter les signaux. Cependant, si on s'écoutait vraiment tout le temps, on ferait pas grand-chose parce que la petite voix dans notre tête, elle est faite pour notre survie. Et souvent, notre survie, c'est quoi ? C'est justement ne pas aller au-delà de notre zone de confort, c'est le repos avant tout, etc. Alors qu'on sait que la santé, c'est quand même le mouvement et qu'on est dans une société où on est de plus en plus sédentaire et où il y a quand même une forme de flemme générale, si j'ose dire. Il y a tellement de tentations, c'est tellement plus simple d'avoir de la dopamine immédiatement, soit en mangeant du sucre, soit en allant sur les réseaux sociaux, alors qu'on pourrait avoir cette dopamine en allant marcher aussi et que ça serait tellement plus sain pour nous. Mais bien sûr, avec notre cerveau qui va toujours au plus simple pour nous, toujours à la survie et toujours donc à la solution la plus rapide et efficace et qui demande le moins d'énergie possible, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que la petite voix dans notre tête, faut pas toujours l'écouter. Parce que la petite voix dans notre tête, elle n'a pas toujours capté notre motivation, notre discipline et nos besoins profonds, quoi. Il faut réussir à trouver justement, on en revient à l'équilibre, la balance entre savoir écouter son corps, s'il a besoin de repos, savoir se reposer, voilà, savoir dire stop, et aussi savoir balayer un petit peu la petite voix dans notre tête qui a la flemme, la petite voix de la paresse. On la connaît, moi aussi je l'ai. 25e anti-leçon. Bien manger suffit à couvrir tous nos besoins. Eh bien ça, on l'a vu avec le docteur Laurent Fogel qui dit que manger sainement ne suffit plus. Il a les études scientifiques à l'appui. Vous pouvez aller regarder l'épisode de podcast qui s'appelle « Carence cachée » avec la micronutrition. Le problème, c'est que nos sols modernes sont terriblement appauvris, que les fruits et légumes ont une charge nutritionnelle qui est bien plus faible qu'il y a 50 ans. Et donc, il faudrait consommer je ne sais combien d'aliments pour arriver à la même charge nutritionnelle. C'est pour ça que faire un bilan sanguin, c'est hyper important. Aller chez un professionnel de santé et lui demander un bilan sanguin avec les vitamines, les minéraux. Alors, on détaille tout dans le podcast avec Laurent Fogel parce que votre docteur ne pensera pas forcément à étudier toutes les vitamines, tous les minéraux dans votre bilan sanguin. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir un docteur, un vrai docteur qui a fait 10 ans d'études, on est d'accord, mais qui est expert en médecine fonctionnelle, médecine intégrative, médecine nutritionnelle. Ce sont les docteurs, comme le docteur Laurent Fogel par exemple, qui vont vraiment s'intéresser à la cause plutôt qu'au fait de traiter les symptômes. Et pour s'intéresser à la cause, on va avoir un bilan sanguin qui est beaucoup plus complet, avec beaucoup plus de vitamines et minéraux, etc. Par exemple, quand je suis allée voir ma gynécologue, elle m'a juste demandé le fer. Ok, pour voir si j'étais carencée, parce qu'en général, les femmes enceintes sont carencées en fer. J'ai vu que je l'étais, et là, pour la deuxième prise, parce que c'est important encore une fois, ça c'est ce qu'on a vu avec le docteur de Gégère, c'est bien beau de faire un bilan sanguin et ensuite de prendre des compléments alimentaires, il faut voir 2-3 mois après si ce que l'on a pris est correct, si c'est adapté, et surtout si ça a remonté nos curseurs. Hyper important cette deuxième prise de sang. Et donc pour ma deuxième prise de sang, là, pour voir mon curseur de fer, j'ai aussi demandé à ma gynécologue de me prescrire une prise de sang pour la vitamine D
et le magnésium. Ça m'intéresse parce que j'en prends quotidiennement, mais je veux voir si ce que je prends suffit. Je veux voir si c'est la bonne forme par rapport à mon organisme. Je veux voir si... Voilà. Tout ça pour vous dire que non, bien manger, manger sainement, ça ne suffit pas toujours à couvrir tous nos besoins. Que bien souvent, on a besoin de se complémenter, mais qu'il ne faut pas se complémenter à l'aveugle et qu'il faut faire un bilan sanguin. C'est pour ça que je vous invite à aller chez votre médecin. Vraiment, ce que j'ai retenu de toutes ces conversations avec les docteurs, les professeurs, etc., c'est que le bien-être, c'est quelque chose d'extrêmement individuel. Même s'il y a des conseils qui sont totalement universels, à savoir, le matin, tu te lèves, une des premières choses que tu dois faire, c'est sortir pour être à la lumière naturelle du jour et ainsi réguler ton rythme circadien. Ça vaut pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un bilan sanguin pour savoir ça. C'est une vérité générale. Mais les vérités générales, il n'y en a pas énormément. 26e anti-leçon. Si tu es fatigué, c'est que tu manques de sommeil. Eh bien, pas forcément. Il faut faire la distinction entre sommeil et fatigue. Ça, le professeur Pierre-Philippe l'explique très très bien dans son petit bouquin Réapprenez à dormir. C'est vraiment un petit bouquin hyper facile à lire, très instructif. La fatigue, elle peut être aussi nerveuse. Elle peut venir du système nerveux. Ça, c'est très très fréquent, notamment à cause de la charge mentale moderne, surtout des femmes quotidiennes. On peut avoir cette fatigue, cette charge nerveuse, même si on dort bien, et parfois dormir bien ne suffit plus. La fatigue, elle peut aussi venir du stress chronique, un cortisol qui est bien trop élevé ou alors trop bas justement. C'est vrai qu'on pense toujours au cortisol trop élevé, mais en fait un cortisol qui est trop bas le matin et qui est toujours trop stable, c'est pas bon non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est un cortisol bien haut le matin et ensuite qui descend comme ça pour arriver au plus bas le soir. Ça, c'est hyper important d'avoir cette belle courbe de cortisol. Si on a un cortisol qui est trop plat, on est stressé aussi, sachez-le. Ça aussi, on peut l'évaluer, le cortisol, demandez à votre médecin. La fatigue, elle peut bien évidemment venir de l'inflammation. Alors ça, l'inflammation, c'est le mal du siècle, très honnêtement. L'inflammation à cause de l'alimentation, l'inflammation à cause des perturbateurs endocriniens, des toxines, etc. Ça peut aussi venir de carences. On en revient à l'affirmation précédente. Les carences alimentaires peuvent nous rendre fatigués. Un manque de fer, par exemple, manque de protéines, t'es fatigué. C'est sûr. 27e anti-leçon, il faut toujours se dépasser dans le sport. Il faut toujours avoir des charges plus lourdes, etc. Et certes, c'est essentiel pour reconstruire du muscle. Faut pas oublier que le corps progresse aussi grâce à la récupération. C'est hyper important de bien récupérer. D'ailleurs, le docteur de GGR dit que les athlètes sont des personnes qui sont en très mauvaise santé parce que justement, elles poussent trop sur leur corps et elles sont dans un objectif de performance. Tu peux pas être dans un objectif de performance et respecter totalement ton bien-être parce que forcément, tu vas toujours chercher au-delà de tes limites pour être meilleur et c'est pas bon pour ta santé, c'est pas bon pour ton corps. Donc c'est hyper important de savoir aussi se reposer, de savoir récupérer. Et voilà, il disait, c'est d'ailleurs pour ça que les athlètes, bien sûr, ils s'arrêtent assez tôt, 35 ans, quelque chose comme ça, parce que après ton corps te dit stop dans tous les cas. Le corps, il envoie des signaux, le corps, au bout d'un moment, il s'arrête. Le corps, il est lui aussi dans un objectif de survie, donc tu vas le pousser un petit temps, et puis au bout d'un moment, il va dire non, stop, c'est bon, j'en peux plus. On doit rester en vie, ma belle. Donc se reposer, c'est aussi productif, c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs pendant les phases de repos que le muscle se reconstruit. C'est durant le sport qu'il se déchire grossièrement et c'est durant la phase de récupération qu'il va se réparer en devenant plus fort. 28e anti-leçon, il faut rester actif et productif. Ça rejoint un petit peu la précédente. Il y a cette notion de productivité qui est hyper toxique dans la société. Et dès que tu te poses un petit peu, on te le fait remarquer. C'est un peu en mode « Ah, mais toi, t'as le temps de te poser mais moi, j'ai une vie à 100 à l'heure, j'ai pas le temps, etc. » Et ça peut être vrai. Mais limite, on fait culpabiliser les gens qui juste se posent. On a besoin de ces périodes de repos. On a besoin, pour notre bien-être, de ces périodes de repli. Encore une fois, on en revient à ces périodes d'extension et de repli. Le repos est productif. Comme pour la notion avant, que les muscles ont besoin justement de repos pour se reconstruire, c'est le cas aussi de notre santé mentale.
C'est le cas aussi de notre cerveau, c'est le cas de tout en fait dans notre organisme. Et vous savez que si on observe la nature, c'est que ça, c'est que des cycles de repos et ensuite ça repart. C'est le cas des saisons. Regardez, la nature, elle se repose en automne, en hiver, elle se détache des feuilles, elle se détache des choses pour ensuite refleurir plus forte et plus belle. Mais elle se repose. Et ben, je pense qu'on devrait justement faire confiance à cette nature et à son image, à l'image des animaux, avoir des temps d'hibernation, des temps de repos. Alors bien évidemment, c'est très difficile dans la société moderne de pouvoir vivre ainsi, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser quand on se pose dans le canapé. Il y a des gens vraiment qui culpabilisent, qui se disent « Ah ben non, je ne peux pas me poser, il y a trop de trucs à faire ». Bah oui, mais parfois, si tu te poses 10 minutes, les choses, tu vas mieux les faire après. 29e anti-leçon, il faut faire des détox pour éliminer les toxines. Le corps possède déjà un système de détoxification hyper efficace. On a 5 organes émonctoires, c'est-à-dire que ce sont des organes qui vraiment, un de leurs rôles, c'est d'éliminer les toxines. C'est-à-dire les poumons, la peau, les intestins, les reins et le foie. C'est extrêmement marketing, toute cette idée de jus vert, etc. Moi-même, j'ai pu boire des jus en pensant que ça me permettait de détox. C'est faux. En fait, notre alimentation peut être un outil qui va aider notre corps dans son processus naturel de détoxification parce que ça va être une alimentation qui va être facile à digérer et qui va, mettons, être très diurétique. Donc ça va permettre d'aider les reins à éliminer ou alors qui va avoir une action sur la digestion. Par exemple, quand tu bois un jus vert, ça accélère drôlement ta digestion. Donc forcément, ça va aider tes intestins, etc. Notre alimentation, elle peut aider nos organes dans leur fonction première, mais c'est pas parce que tu manges du céleri que ça va détoxifier ton organisme. En revanche, là où tu peux avoir une double action, c'est que tu peux lui mettre des bâtons dans les roues. Et si tu as une alimentation qui est pro-inflammatoire, qui est trop grasse, trop riche, trop sucrée, là oui, tes organes émonctoires, ils vont avoir du mal. Et là, oui, ta peau, quand elle va essayer d'éliminer, elle va avoir des boutons, etc. parce que tu lui auras pas facilité la tâche. Limiter les toxines et limiter l'alimentation, qui est difficile à digérer, ça va aider tes organes émonctoires. Consommer une cure de sève de bouleau, des jus verts, pourquoi pas, ça va aider tes organes, mais dans leur rôle à eux. Le reste, c'est que du marketing. Et enfin, 30e anti-leçon, le bien-être est une affaire de volonté et de routine. Beaucoup de choses dépendent du système nerveux, de la biologie et de l'environnement. Que ce soit l'environnement au travail, l'environnement, la ville dans laquelle on habite. Donc, c'est pas seulement une affaire de volonté, c'est pas seulement une affaire de routine. Et il y a des choses qui sont difficiles à changer, voire impossibles. Ton environnement de travail. Parfois, ton travail te convient très bien, mais tu as des collègues qui te pourrissent la vie. Ça, c'est difficile. Franchement, tu peux pas le choisir. Donc, à moins de changer de travail, etc. Pareil pour la ville dans laquelle tu habites. Parfois, tu t'habites, je sais pas, mettons, tu habites à Paris, c'est une super belle ville, c'est génial, ça t'offre tellement d'opportunités, mais c'est tellement pollué. Et ton bien-être, ta santé en pâtissent. Donc, c'est pas qu'une affaire de volonté, c'est pas qu'une affaire de routine. Bien évidemment, tout ce qu'on va mettre en place, ça va aider dans le bon sens. C'est bien de savoir que on peut être acteur de sa santé, acteur de son bien-être. Moi, je suis 100% je suis 100% d'accord avec ça. Cependant, il faut pas non plus se blâmer pour des marqueurs de santé qui seraient mauvais par rapport à des facteurs extérieurs pour lesquels on n'est pas forcément responsable. Vous voyez ce que je veux dire ? On essaie de faire au mieux. Parfois, on n'arrive pas à faire au mieux à certaines périodes, et c'est pas grave aussi. On l'a vu tout au long du podcast. Tout n'est pas qu'une affaire de volonté. On en revient à la deuxième anti-leçon de quand on veut, on peut. C'est faux. Les amis, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vraiment, encore une fois, quelles sont les anti-leçons qui ont le plus résonné en vous et quelles sont celles que vous pourriez ajouter. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez le podcast ou même en commentaire sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. On est près de 10 000 sur Spotify. C'est
énorme, sachant qu'on a commencé le podcast en janvier là, 2026, c'est complètement fou. Et c'est ça qui m'aide à faire connaître le podcast aux personnes qui ne me connaîtraient même pas sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc ce serait un très beau cadeau d'anniversaire que vous mettons 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, avec un petit commentaire d'encouragement, ça serait super sympa, que vous likiez cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également. Si vous êtes sur YouTube, justement, vous pouvez cliquer ici pour accéder à l'épisode précédent de La Source. On se rejoint tout de suite sur mes autres réseaux sociaux ou sinon la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Source. Prenez soin de vous.